Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Alors pour illustrer l'objet de nos échanges, je vais faire référence à un tableau. Donc au musée du Louvre, on peut voir un tableau qui s'appelle Le radeau de la Méduse. C'est une peinture réalisée entre 1818 et 1819 par le peintre français Géricault. Le titre initial que Géricault avait donné était « Scène d'un naufrage » lors de sa première présentation. Alors ce grand tableau, il est très grand parce qu'il est de très grande dimension, il fait à peu près 5 mètres sur 7, il est aussi très connu, et il représente un épisode tragique de l'histoire de la marine française. Le naufrage de la frégate Méduse, qui s'est échouée sur un banc de sable au large des côtes de l'actuelle Mauritanie le 2 juillet 1816. Alors au moins 147 personnes durent se maintenir à la surface de l'eau sur un radeau de fortune, d'où le nom du fameux tableau. Seuls 15 ont embarqué le 17 juillet à bord de l'Argus, qui est le bateau qui est venu les sauver. 5 vont encore mourir peu après leur arrivée à Saint-Louis du Sénégal, après avoir enduré la faim, la déshydratation, la folie et même le cannibalisme. Alors, je ne sais pas si notre invité en connaît plus sur cette histoire. Alors l'événement devint un scandale d'ampleur, j'allais dire international comme ça pouvait l'être à l'époque, en partie parce qu'un capitaine français a été jugé responsable du désastre en raison de son incompétence. En effet, le commandant Hugues Duroy de Chaumaret, un vicomte revenu d'exil, avait été nommé capitaine de la Méduse en dépit du fait qu'il n'avait plus navigué depuis plus de 20 ans. En voulant prendre de l'avance et en dépassant ainsi les 3 autres bateaux de l'expédition, la frégate dévie sa trajectoire de 160 km et quitte donc la route prévue. Le 2 juillet 1816, la Méduse s'échoue sur le banc d'Arguin, à 160 km de la côte mauritanienne. Alors le parallèle avec une actualité très récente est immédiat. Je vous rappelle qu'hier, c'était le premier anniversaire du naufrage du Costa Concordia, navire de croisière affrété par la société italienne Costa Croisière, filiale du groupe américain Carnival, etc. On reviendra sur les structures de ces sociétés. Le 13 janvier 2012, le navire fait naufrage, le Costa Concordia donc. Le navire fait naufrage à proximité de l'île de Giglio en Italie, ce jour-là, à 21h44. Alors qu'il réalise une croisière en Méditerranée au large de la Toscane, le Costa Concordia, sous le commandement de Francesco Schettino, s'approche très près des côtes afin de pouvoir faire ce qu'on appelle la révérence. C'est une approche consistant à raser les côtes pour saluer les habitants. Je vous laisse réfléchir à l'utilité de cette approche. Mais durant cette manœuvre, il heurte un récif le long de la côte orientale de l'île de Giglio, ce qui crée une brèche du côté de son flanc gauche sur une longueur estimée entre 70 mètres et 100 mètres, où l'eau va s'engouffrer très rapidement. Le bilan est de 32 morts. Et je vous rappelle aussi que le capitaine donc a quitté le navire bien avant les femmes et les enfants. On va en parler aussi durant cette émission. Alors ce bilan de 32 morts, ce bilan humain, même s'il est terrible, est bien loin de celui du naufrage le plus célèbre, qui a été abondamment repris au cinéma, dans les chansons, etc. C'est celui bien sûr que tout le monde connaît, celui du Titanic, où environ 1500 personnes périrent. De même, plus récemment, celui du Joola, le 26 septembre 2002, c'est un ferry assurant la navette entre la capitale sénégalaise et la région naturelle de Casamance, provoque la mort d'environ 2000 personnes, alors qu'il était conçu pour en transporter 550. Ce fut un des naufrages les plus tragiques du monde, comme on dit, du monde en temps de paix. Alors, vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui d'accidents de transport en général, de naufrages en particulier. On va parler aussi de leurs conséquences, donc humaines, économiques, mais aussi donc écologiques, des responsabilités de ces accidents et également de leur procès. Alors les naufrages sont des catastrophes humaines, on vient de le voir, mais on le sait bien aussi, ce sont souvent des catastrophes écologiques. Alors, je vais reprendre ce que disait le chat de Philippe Gueluc, c'est si les pétroliers transportaient de l'eau de mer, on s'en foutrait qu'ils fassent naufrage.
Effectivement, les pétroliers sont nombreux à avoir coulé, notamment en France, et en Bretagne, plus précisément, enfin, ce qui nous intéresse plus précisément. Alors, leurs noms sont associés pour les Bretons à de mauvais souvenirs. Alors, je vais en citer quelques-uns, je vais sans doute en oublier. Le Torrey Canyon en 1967, qui s'échoue sur les îles Scilly, le Bolène en 76 au large de l'île de Sein, la Moco Cadiz en mars 78 au large de Port-Salle, toujours en Bretagne. Il y avait un groupe breton qui avait écrit une chanson sur cette catastrophe qui est intitulée « Bretagne is beauty fuel ». Le Tagno en 1980, toujours au large de la Bretagne, ça je m'en souviens très bien, donc ça fait un tous les 2 ans pratiquement. Et l'Erika, alors il y a une petite trêve, l'Erika, donc qui a fin 99, au large de la Bretagne. Donc nous aurons l'occasion aussi de reparler assez longuement de ce dernier naufrage de l'Erika. Alors pour parler de ces naufrages et d'autres choses liées au transport maritime ou autre, nous accueillons aujourd'hui, et je suis très content de l'accueillir, Martin Dendé. Merci. Qui a été mon voisin de bureau, donc qui ne m'est pas inconnu. Donc Martin Dendé est professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. C'est un expert en droit des activités maritimes et des transports. Il est également directeur de l'Institut Eurafrique Export, qui est un programme scientifique hébergé à la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, donc qui, je vous rappelle, est à l'initiative de cette émission. Il est aussi donc professeur invité, visiting professeur, comme on dit, pour être plus dans le vent. Donc à Tulane Université, donc en Louisiane, donc à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc c'est aussi comme moi un grand amateur de football. Oui, ça je m'égare un peu. T'as raison de le souligner. Oui, le football qui a fait partie de nos échanges. Absolument. Alors, il est accompagné aujourd'hui de. Alors, je m'excuse pour l'accent parce que donc de Kansa Lagdami, Rassa Lagdami, donc qui est docteur donc et qui travaille donc au sein de ce programme. Et puis on accueille aussi un autre docteur, donc Merlin Ngimfak, qui vont nous accompagner, 2 docteurs qui vont nous accompagner donc tout au long de cette émission, qui interviendront à un moment de l'émission. Alors, pour commencer cette émission, nous allons parler de l'accident de l'Erika. Donc, ce qui va nous permettre un petit peu de voir un petit peu en quoi consistent les recherches de Martin. Donc, je rappelle les faits. Donc, je vous cite. Donc, le 12 décembre 99, le pétrolier Erika battant pavillon maltais est affrété par le groupe pétrolier français Total. Donc, ce pétrolier s'est brisé en 2 au large des côtes bretonnes, à la pointe de Penmark. Sa cargaison de 30 000 tonnes d'hydrocarbures, donc du fioul lourd de numéro 2, je vous reprends, c'est alors amplement répandu en mer. Donc seulement 10 000 tonnes seront récupérées par pompage ou emprisonnées dans l'épave, polluant ainsi gravement près de 400 km du littoral français du Finistère jusqu'en Vendée. Cette catastrophe entraînera de très graves atteintes à la faune et à la flore. Donc par exemple la mort ou le mazoutage de 70 000 à 150 000 oiseaux selon la LPO, et viendra considérablement affecter de vastes secteurs de l'économie locale, bien entendu, pêche, production du sel marin, puisqu'on était donc tout près de Guérande, ostréiculture, tourisme, restauration, hôtellerie. L'État et les collectivités locales sinistrées en subiront financièrement de lourdes conséquences et recueilleront 250 000 tonnes de déchets mazoutés. Donc après l'émotion généralisée et la réforme légitime des victimes, l'heure du procès en indemnisation et des responsabilités a sonné. Les enjeux sont considérables. Les problèmes juridiques complexes. Je vais laisser donc la parole à Martin qui va nous expliquer cette complexité. Merci Luc de cette excellente présentation. Je crois que le spécialiste, ça devrait être toi, parce que tu as fort bien dit les choses. Oui, l'affaire de l'Erika, c'est la dernière actualité dramatique que nous venons de connaître il y a quelques années dans le domaine du transport pétrolier. L'autre affaire que tu viens de citer, le Costa Concordia, étant la catastrophe que nous avons connue dans le transport des passagers. Alors, l'Erika survient, tu l'as fort bien dit, en décembre 99. Donc, c'est une catastrophe, n'est-ce pas, qui surprend parce qu'on pensait avoir bien avancé depuis les catastrophes précédentes que tu as également soulignées. Oui, il y a eu de la respiration. Voilà, il y a eu de la respiration. On pensait que c'était du plus jamais ça.
Oui, parce que moi, je me souviens, c'est vraiment la période de mon enfance où ça arrivait tous les 2 ans, quoi. Voilà. Notamment avec le canal au-dessus de la Bretagne, là. Je sais plus comment ça s'appelait, mais. Oui, voilà. Donc, tu vois, donc cette catastrophe survient et le problème va déjà se poser sous l'angle de la sécurité pure. Et avant d'arriver aux responsabilités autres, sous l'angle de la sécurité pure, le problème va se poser de savoir comment un tel accident est encore possible. Il faut donc rappeler que depuis la Moko Cadiz, qui a eu lieu en 78, tu l'as dit, en mars 78, les États européens et d'autres partenaires du monde avaient mis en place ce qu'on appelait un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port, ce qu'on appelle brièvement le mémorandum de Paris. Donc ce mémorandum permet aux États de contrôler tous les navires étrangers qui rentrent dans les ports européens et sur la base des instruments de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, sur la base donc des conventions internationales. Et donc la France et ses partenaires avaient fait un long chemin assez intéressant dans le domaine du contrôle. Et voilà donc que ce navire qui bat pavillon maltais, mais qui est affrété au voyage par Total, qui est dans piteux état, puisque c'était un navire, n'est-ce pas, qui était complètement mal en point sur le plan de sa coque, n'est-ce pas. Donc ce navire vient avoir cet accident au large des eaux françaises. Donc le problème s'est posé de savoir tout de suite qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qu'il convient de faire à nouveau pour renforcer la sécurité. Et on sait que depuis cet accident, l'OMI, avec l'aide de différents États, a permis de mettre en place, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Mais l'Union européenne déjà a créé une agence européenne de la sécurité maritime. L'on a appliqué les doubles coques en Europe. Hein. C'était une conséquence de l'accident américain. Et bien d'autres choses encore, si tu veux, on peut aller plus en détail tout à l'heure. Bien, merci. Nous arrivons donc au terme de cette première partie. J'ai peut-être été un peu long, mais on va reprendre ça. C'est bien de l'avoir fait. Tu as bien présenté les choses. On va reprendre tout à l'heure. Merci. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Give me the stars, I can't just hold
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors, vous êtes dans les causes de la MSH. Aujourd'hui, nous accueillons donc Martin Dendé, professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, qui vient nous parler des naufrages, pas celui uniquement de la Méduse. Mais nous étions donc en train de parler du naufrage de l'Erika. Donc, on va poursuivre sur ce thème. Voilà, nous avons rappelé les conséquences importantes, en tout cas les évolutions importantes de cette tragédie sur le terrain de la sécurité pure. Donc, on a créé une agence européenne de la sécurité maritime depuis cet accident. Je signale d'ailleurs que juste après, il y a eu l'accident du Prestige qui a conforté l'idée d'une telle agence. C'était où le Prestige? Le Prestige, donc c'était du côté de la Corogne, la Espagne. Corogne, ouais, voilà, c'est donc ça, Espagne, oui. Oui, qui présentait d'ailleurs les mêmes caractéristiques que l'Erika. On reviendra dessus peut-être tout à l'heure. Ensuite, donc, l'on a généralisé les doubles coques, qui étaient déjà prévus depuis l'accident américain de l'Exxon Valdez. Vous savez, les Américains avaient souhaité une généralisation des pétroliers à double coque. Ce qui n'était pas le cas de l'Erika. Ce qui n'était pas le cas de l'Erika. L'Erika était rouillé à un niveau inimaginable, simple coque. Et puis, l'on a pensé que cet accident devait également conduire à plus surveiller les sociétés de classification. Alors, les sociétés de classification, ce sont les organismes, n'est-ce pas, qui sont chargés de donner une cotation au navire en fonction de la qualité de la construction, de la qualité de l'exploitation, de la solidité, de la bonne exploitation. Donc, ces sociétés sont normalement des sociétés très dignes, très engagées, très sûres. Or, il s'avère qu'il y en a également qui font un peu de la complaisance. Et l'Erika avait la meilleure note, la meilleure cote, alors que c'était un navire qui était en piteux état. Ah ben, voilà. Ah oui. Donc, l'Europe a pris les taureaux par les cornes pour pouvoir mettre en place une réglementation nouvelle, surveillant davantage ces sociétés, en collaboration avec les milieux professionnels. Voilà quelques pistes, n'est-ce pas, sur les mesures qui ont été prises par les autorités européennes et avec derrière le soutien de l'OMI. Donc ça, c'était à l'issue du naufrage. Il y a eu 3 paquets Erika qui ont institué toutes ces mesures, la législation sur la sécurité dans le transport pétrolier. Alors maintenant, il se pose le problème des responsabilités, d'où le procès. Alors, est-ce qu'on a évalué le coût des dommages à peu près? Oui, il y a une étude qui avait été faite par un cabinet privé sollicité par les collectivités locales, qui avait évalué le coût à l'époque à 6 milliards de francs. Ah oui, d'accord, donc 1 milliard d'euros. Voilà, 1 milliard d'euros à peu près. Et quand on compare avec les indemnisations, on peut dire que de ce point de vue, on n'a pas vu la réparation adéquate. Alors, on va peut-être parler justement de ces procès des indemnisations. Voilà. Il faut d'abord rappeler que le droit international, le droit maritime international, a mis en place un système de réparation un peu à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que quand il y a un accident, l'armateur pétrolier, le propriétaire du navire pétrolier, doit constituer un fonds de limitation qu'il dépose entre les mains du tribunal de commerce, donc entre les mains d'un juge. Et ce fonds est calculé selon le tonnage du navire. L'idée étant que les navires les plus importants auront un fonds toujours aussi important. Voilà, donc le fonds a été constitué, mais l'expérience montre que les fonds sont toujours dérisoires par rapport aux dommages causés. Je viens de rappeler que c'était 1 milliard d'euros, on vient de le dire. Donc le fonds a été déposé, et ce fonds, n'est-ce pas, à ce fonds vient s'ajouter les indemnisations du FIPOL, qui sont des indemnisations complémentaires. Et donc lorsque les victimes françaises ont constaté que et le fonds et l'intervention du FIPOL ne permettront pas d'indemniser correctement, elles ont choisi une autre voie. Et c'est ça l'une des grandes originalités du procès de l'Erika. Elles ont choisi non pas d'aller devant cette indemnisation un peu à l'amiable du FIPOL, c'est d'aller en justice. Ouais, alors, la particularité, c'est que en allant en justice, l'État et les collectivités et toutes les victimes auraient dû aller devant le juge civil. Eh bien, ils ont là aussi innové. Ils sont pas allés devant le juge civil, ils sont allés devant le juge pénal. D'où la saisine du tribunal correctionnel de Paris. Alors donc ça a été une première
dans l'histoire du droit maritime. Et ça n'avait pas été le cas au moment de la Moko Cadiz. Non, au moment de la Moko Cadiz, les victimes, d'ailleurs, redoutant la faiblesse des indemnisations, sont allées plaider aux États-Unis. Et ça avait fait 14 ans de procédure. 14 ans de procédure pour à peu près 1,250 milliard de francs d'indemnisation, à peu près. Ce qui était nettement inférieur à... Ah oui, c'est presque le coût des avocats, si on compare avec Alexandre Valdez. C'est presque le coût des avocats. Voilà, donc les victimes sont allées devant le juge pénal et pour la première fois, il fallait donc juger une affaire de pollution et prévoir des indemnisations par la voie pénale. Et de ce point de vue, la France est devenue un peu la référence, puisque le tribunal correctionnel de Paris a condamné, n'est-ce pas, non pas seulement le propriétaire du navire, mais le propriétaire du navire, l'affréteur qui était Total, la société de ship management qui est une société basée, n'est-ce pas, en Inde, qui a engagé du personnel à Mumbai. C'est un armateur gérant. Un armateur gérant. Donc le gestionnaire du navire en quelque sorte. Et puis on a également poursuivi donc la société de classification RINA qui est une société italienne. Une sorte de Standard & Poor's pour les bateaux, quoi. Voilà. Donc pour la première fois, ce n'est pas seulement le propriétaire du navire qui a été condamné, c'est un ensemble d'opérateurs maritimes qui a été condamné. Et c'est pour ça qu'il y a eu des appels. La Cour d'appel de Paris, en 2010, a confirmé la décision des premiers juges et a prévu un certain nombre de sanctions. Et il y a eu pourvoi en cassation. Et la Cour de cassation vient de rendre son arrêt le 25 septembre dernier, 25 septembre 2012, où la Cour de cassation, n'est-ce pas, condamne effectivement tous ces différents opérateurs. On pourra en parler un peu plus en détail si on a du temps. Et comme les précédents juges, la Cour de cassation indemnise les victimes et confirme quelque chose de tout à fait nouveau qu'il convient de signaler ici, le principe de l'indemnisation du préjudice écologique. Oui. Qui est un préjudice différent des préjudices subis par les personnes physiques ou morales, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les collectivités, les associations, etc., qui est le préjudice subi par la nature en elle-même. La nature en elle-même. Et c'est vrai que là, c'est très particulier. Et on a toujours dit que le préjudice écologique n'était pas réparable parce que nul ne peut donner un prix à la nature. Quel est le prix d'un alevin? Quel est le prix d'une flore? Vous voyez, voilà. Donc, mais aujourd'hui, l'idée c'est de dire que la nature est un patrimoine commun de l'humanité. Nous devons la préserver. Et s'il y a des atteintes à la nature mérite réparation pour préserver aussi les générations futures. Donc la Cour de cassation, comme les précédents juges, ont prévu une indemnisation du préjudice écologique. C'est pour ça que cette affaire fera jurisprudence. Mais alors quand vous parlez d'indemnisation du préjudice écologique, à qui vont les fonds après? Si c'est le patrimoine de... Oui. Bon, il y a des gérants de ce patrimoine. Le gérant, c'est d'abord la collectivité nationale. Oui. Voilà, c'est d'abord l'État. Mais il faut dire que même les collectivités locales ont bénéficié de ce préjudice, en ce sens qu'elles seront chargées de veiller à la réinstauration des équilibres, n'est-ce pas, naturels. Par exemple, vérifier que vous voyez nos communes ici, des rochers ou des lieux fragiles qui ont pu être souillés puissent être restaurés dans leur état naturel. Et ça demande énormément de l'argent. Vous voyez, par exemple, un endroit où la côte sauvage, voilà, la côte sauvage où les reproductions ne sont plus possibles, il faut réinstaurer, n'est-ce pas, des éléments de vie dans ces milieux pour que justement la vie naturelle reprenne. Donc ça a des coûts qu'on n'imagine pas. Et donc l'indemnisation, donc on a parlé du coût du naufrage, enfin en termes économiques, etc. Donc on a chiffré ça à 1 milliard d'euros à peu près. Et donc l'indemnisation globalement, alors je pense pas qu'on l'ait. Non. Je pense qu'il faut. En fait, ce sont des indemnisations qui ont été très saucissonnées. Ce sont des indemnisations qui ont été très saucissonnées, en ce sens que
En dehors des amendes qui ont été fixées à 375 000 €, amendes à la société de classification, à l'armateur, etc., les indemnisations ont été souvent en fonction des chefs retenus de 100 000 €, 120 000 € selon les communes, selon les dommages présentés. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait atteint le milliard que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, de mon point de vue. Bon, j'ai pas vérifié machine à la main, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment atteint le milliard. Mais voilà. Vous n'avez pas un ordre d'idée de... Non, honnêtement, j'ai pas regardé. Je sais que la plupart des communes qui ont bénéficié de l'indemnisation ont eu 100 millions. J'ai entendu parler de 250 000 €. 250 000 € pour certains, voilà, oui. Quand on calcule, le milliard d'euros, vous savez, c'est pas... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le droit maritime international évolue aujourd'hui pour dépasser largement ce milliard depuis les dernières catastrophes aux États-Unis. Alors, bon, on arrive au terme de la seconde partie de cette émission, mais j'avais le souvenir aussi qu'il y a eu un des jugements qui a été cassé dans le cas de l'Erika, non? Ça avait fait un petit peu, non? C'était pas... Non. En fait, il y a eu une incompréhension. On va peut-être en parler dans la troisième partie. Tout à fait. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Petty pain of a new song, and the tone of some chase, and my proof of muscle moves, not so loose, and too late to tell me how much pain again. Is that so late then? That's the road. That's so late then. That's the the shade speaks so easy and my will turns without me and that's so late then. That's the road. That's so late then. That's the road. If that's so late then. That's the road. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors nous parlons aujourd'hui donc des naufrages en général, celui de l'Erika en particulier. Donc on va peut-être terminer sur cet aspect de nos échanges. Donc je vous rappelle, nous parlons avec Martin Dende, donc qui est professeur de droit à la faculté de Nantes. Alors on finit sur l'Erika. Oui, tu évoquais l'incompréhension qu'il y a eu lors de la position qu'avait prise l'avocat général et puis l'un des conseillers.
En fait, il était question, à travers ces prises de position, de dire que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour juger de cette affaire. Parce que c'est un accident qui a eu lieu non pas dans les eaux territoriales françaises, mais dans la zone économique exclusive, qui est une partie en réalité de la haute mer, où l'État côtier a des compétences. Alors le problème s'est posé effectivement de savoir si on devait retirer cette affaire des juridictions françaises et la confier à l'État de Malte, qui est l'État du pavillon. Et c'est là où il convenait de rappeler que la Convention de Montego Bay, qui est un peu la constitution des océans, qui est une convention signée en 1982, dit très clairement que l'État côtier a juridiction sur sa zone économique exclusive en matière de protection de l'environnement. Donc, tout ce qui concerne la lutte contre les pollutions, l'État côtier a tout à fait compétence. Et quand on dit juridiction, ça veut aussi dire le droit de juger. Je crois qu'on l'avait oublié. Et donc, la Cour de cassation, dans son ensemble, n'a pas retenu cette position qu'a soutenu Total et différents plaideurs, n'est-ce pas, différents adversaires, n'est-ce pas, des collectivités. Et la Cour de cassation a fini par valider le fait que l'État français était bien compétent pour juger cette affaire. Je pense que ce n'est qu'un retour à l'orthodoxie juridique. On ne peut pas imaginer qu'on ait compétence et juridiction sur un espace si on ne peut pas faire les lois et juger. Voilà. Donc, de ce point de vue, nous sommes tout à fait satisfaits de l'application du droit maritime international. Merci Martin. Donc on va peut-être alors oui, c'est vrai on s'aperçoit que c'est quand même tout ça assez complexe d'un point de vue pour le béotien que je suis et que beaucoup d'auditeurs sont. Ça a l'air complexe, mais ce sont des problèmes de la société. C'est notre environnement, c'est notre vie. Moi, j'avais écrit un article quand la première décision a été sortie du tribunal en 2008. J'avais dit, quand j'ai lu la position des juges, j'ai dit et voici venu le cap de Bonne-Espérance. Parce que je sentais bien que les juges prenaient une route que les différentes juridictions du monde n'en avaient pas osé prendre. Vous voyez, condamner non pas seulement le propriétaire, mais l'armateur gérant, la société de classification, la société de ship management, donc poursuivre tout ce monde, tous ces opérateurs, m'a paru quelque chose d'original. Et puis, le préjudice écologique. Je pense qu'effectivement, là... Donc c'est deux... Ah oui. C'est pour la première fois. C'est la première fois. Pour la première fois, de ce point de vue, on peut parler d'une jurisprudence ERICA. Une jurisprudence ERICA qui va être suivie. Mais au niveau du paiement des indemnisations, donc après, ils s'arrangent entre eux parce que toute cette chaîne de responsabilité, c'est à chacun de payer une part des préjudices. Faisons justice à Total. Il ne s'agit pas de dire que Total a été condamné. Total, dans cette affaire, a proposé, en plus de ce que on a reçu au niveau du fonds et du FIPOL, Total a proposé un certain nombre de choses, le nettoyage, mais aussi des indemnisations qui ont été acceptées par différents opérateurs et collectivités. Bon, donc de ce point de vue, il faut faire justice à Total. Mais s'arrêter là, ça aurait été ne pas appliquer le droit dans toute sa plénitude. Et je pense que cet arrêt permet d'aller jusqu'au bout des choses, appliquer vraiment la loi de telle sorte que ce genre de choses, si ça se renouvelle, que les condamnations soient exemplaires. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure que s'il y avait une société donc de scoring là, c'est vrai que Total pouvait, pour quelqu'un qui connaît pas le droit comme moi, Total pouvait se retourner contre cette société en disant que de toute façon, ce pétrolier avait toutes les qualités pour pouvoir affréter son pétrole. Oui, en fait, la Convention internationale sur les responsabilités en matière de transport pétrolier prévoit que s'il y a des dommages, le premier responsable, c'est d'abord le propriétaire du navire. Ouais. Donc tous les opérateurs ont tendance à se mettre en arrière en disant nous ne sommes pas concernés, c'est le propriétaire. Or aujourd'hui, avec tous les montages qu'il y a, les montages de plus en plus complexes, n'est-ce pas, il y a des coquilles vides qui se baladent. Il y a des navires qui ont des armateurs insaisissables, des vrais fantômes.
Donc, le vrai défi aujourd'hui, c'est de passer au travers la personnalité morale de ces fantômes pour pouvoir mettre la main sur ceux qui sont derrière, mais également tous ceux qui, dans la chaîne, ont participé au naufrage. Et il est bien évident que le propriétaire du navire avait certes un navire en mauvais état, mais une société de classification a quand même donné sa meilleure cote à ce navire en piteux état. Un armateur gérant n'a pas voulu faire les réparations qu'on lui avait imposées, etc., etc. Et Total, quelle est la responsabilité de Total si on voit ça? Parce que c'est vrai qu'a priori... Alors, Total est un affréteur au voyage. A priori, on peut dire que Total n'avait rien à faire. Mais les sociétés pétrolières ont ce qu'on appelle le vetting. Le vetting, c'est un système d'évaluation interne des navires qui sont pris en affrètement pour savoir si ces navires sont aptes à effectuer le transport. Et le vetting de Total, n'est-ce pas, a été, semble-t-il, fait un peu à la légère, n'est-ce pas? En tout cas, il fallait être complètement aveugle pour ne pas voir que ce navire, qui a été refusé par Shell, refusé par BP, il fallait être aveugle pour voir qu'il était en mauvais état. D'accord. Donc on a reproché à Total sa témérité. Vous voyez, la Convention dit qu'on est responsable si on a commis une faute témérairement, avec conscience que le dommage peut en résulter. Donc la témérité, c'est d'aller prendre quand même en location un navire en si mauvais état, sachant qu'il peut couler à tout moment. Donc voilà ce qu'on a reproché à Total et qui a contribué donc à la catastrophe. Eh bien, merci Martin. On clôt oui, il y aurait tellement de choses à dire. Je pense que les RICA, la Moukokadi, ce sont des grandes avancées. Ouais. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. 1 heure, ça va très vite. Alors, est-ce qu'on peut aborder le problème? Alors, est-ce que vous avez en tant que, effectivement, pour essayer de nous aider de comprendre, quel pourrait être le procès du Costa Concordia, par exemple? Si, parce qu'il y a eu 32 victimes, je suppose qu'il va y avoir une partie civile. Déjà. Le capitaine qui s'en va. C'est un procès qui va également avoir plusieurs articulations. Il y a une articulation visiblement pénale parce que on a poursuivi 7 personnes dans la compagnie, en plus du capitaine. La procédure a déjà commencé. Ah oui, la procédure a commencé dans une ville italienne du centre. Donc, responsabilité pénale du capitaine, qui est, semble-t-il, parti semble-t-il, oui, c'est ça. Plus tôt que prévu, et qui a pris des risques quand même à mener son navire à 50 mètres. Oui, la fameuse révérence. Voilà, à 50 mètres de la côte non, c'est quand même un risque inimaginable. Donc, responsabilité pénale du capitaine probablement. Mais aussi, au sens étymologique, risque, ça vient de risco et c'est naufrage d'un navire, je sais. Voilà. Tout à fait, oui. Mais aussi responsabilité pénale de l'armement, parce que on a quand même noté quelques dysfonctionnements dans l'organisation des sécurités. Apparemment, les codes de sécurité n'ont pas été trouvés. Apparemment, l'équipage n'était pas au point. Il paraît que le marin indien qui est décédé et qui était quelqu'un du service mondain, du service du bar, a été plus efficace même que certains officiers dans les aides. Ça veut dire que le travail d'assistance, aujourd'hui, il faut comprendre que ces navires ont à peu près 4000 personnes à bord. On est en train d'en construire qui vont prendre 8000. Oui. C'est-à-dire une ville comme Guingamp. Toute une ville comme Guingamp à bord d'un navire. Je crois que la dernière commande du navire de Saint-Nazaire, je crois que c'est ça. On va vers ces ordres-là. Donc, si on met en activité des géants comme ceux-là, sans que les mesures de secours, les procédures en cas de crise soient fonctionnelles, évidemment, ça pose un problème que l'OMI est en train de revoir. Les procédures d'urgence, les systèmes de secours doivent être très opérationnels pour que ces navires-là ne soient pas des cercueils flottants. Et on se demande ce que ça aurait été si on n'était pas à 50 mètres de la côte. Oui, alors a priori, je sais pas, le capitaine parce que c'était pas à l'endroit de la Révérence qu'il y a eu le naufrage, je crois que c'est... Oui, voilà, il a un peu zigzagué, oui. Mais bon, on n'était pas loin de la côte, c'était la chance de cette affaire, parce que je crois que si on avait été très loin de la côte, il y aurait eu une vraie tragédie. 32 morts, c'est déjà 32 morts de trop. Oui, mais bon... Déjà 32 morts de trop.
Et donc au niveau du procès, donc au niveau des responsabilités, donc vous voyez ça Pénal. comme pénal. Alors maintenant, à côté des responsabilités pénales, il y aura les responsabilités civiles. Alors, ce qu'on constate, c'est que la compagnie est en train de privilégier les indemnisations un peu à l'amiable. On a parlé d'11 000 € pour certaines victimes en attendant, plus. Oui. Mais il faut savoir que plusieurs procès sont en train de fleurir. Cette indemnisation, elle est basée sur quoi? Préjudice moral? C'est l'ensemble. Mais je crois que c'est pour les vivants. Parce que les morts, je pense pas que les victimes accepteront 11 000 €. Hein. 11 000 €, c'est dérisoire. D'abord, le prix la vie humaine n'a pas de prix, on est bien d'accord. Mais tous les dommages qu'il y a autour, les veuves, les orphelins, etc., 11 000 €, c'est rien. Il faut comprendre que le droit maritime, aujourd'hui, est en train d'évoluer vers le droit aérien. Et le droit aérien prévoit pas moins de 100 000 € en cas de décès dans un crash. Et il n'est pas question que la victime dans une tragédie soit payée 11 000 €. Donc, je pense que les procès vont continuer jusqu'au bout. Il y a eu ouverture de procès aux États-Unis, ouverture de procès en France, ouverture de procès, je crois, en Allemagne, puisqu'il y a eu 11 Allemands décédés, si mes souvenirs sont bons, 6 Français, 11 Allemands, 2 Américains, etc. Je pense que dans chaque pays, on cherchera à indemniser correctement les victimes. Mais il est possible aussi que l'ensemble de ces procès reviennent en Italie pour qu'il y ait unité dans le traitement de cette tragédie. Unité judiciaire, parce que vous savez, si on laisse le procès se traiter aux États-Unis, on verra tout de suite des discordances, n'est-ce pas? En termes d'indemnisation, les Américains, vous savez, ça monte toujours très vite. Voilà. Alors oui, vous parliez, alors ça va peut-être nous amener à faire le lien avec peut-être la dernière partie de notre émission, c'est-à-dire sur, bon, on a parlé beaucoup de bateaux, de naufrages maritimes, et donc vous avez donc parlé aussi de cette espèce de gigantisme qui prend un petit peu les sociétés de voyage, et on peut penser aussi à l'Airbus A380, donc donc, tout à fait. Imaginez donc un mastodonte comme ça qui s'écrase. Ça va faire mal. Ah ben oui, avec 800 000 personnes à bord. Hein. Pas 800 000, non. Non, 800 ou 1000. 800 ou 1000, voilà. 800 ou 1000 personnes à bord. Hein. Parce que c'est vers ça qu'on s'achemine. Et est-ce que vous avez travaillé sur les catastrophes aériennes? Donc vous avez. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai travaillé sur le Concorde. J'ai travaillé sur d'autres catastrophes. Sur le Concorde, oui, bien sûr, bien entendu, oui. Bon, le Concorde, c'est un accident qui a également été traité largement à l'amiable. Hein. Il y a eu des indemnisations à l'amiable, mais l'intérêt de l'aérien... Alors c'était en quelle année? C'était 2002 2002, voilà. L'intérêt de l'aérien, c'est que il y a une convention qui a été adoptée à Montréal, n'est-ce pas, en 99, qui prévoit pratiquement la garantie du transporteur aérien. C'est-à-dire que en cas de crash, le transporteur aérien indemnise nécessairement les victimes et ne peut s'exonérer que dans des cas vraiment exceptionnels. On voit même que en cas de terrorisme, acte terroriste, les transporteurs aériens indemnisent quand même. Alors que dans le maritime, on est un peu en retard. Donc le droit aérien nous sert un peu n'est-ce pas, de traction, de référence, voilà, tout à fait. Merci Martin. Donc, voilà. On abordera dans la dernière partie donc votre programme de travail. Merci. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Off the stage, into the cheers, off the cheers, into a car. Of the car into nothing at all. How you gonna sleep in a silence so deep? How you gonna sleep in a silence so deep? The clock stops, the clock goes. The clock hops, the clock knows just when you've got to, just when you've got to. How you gonna sleep
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors, nous allons aborder donc la dernière partie de cette émission. Donc, on a parlé donc de l'ERICA, du Costa Concordia. Donc, on a commencé à parler donc des problèmes de transport aérien. Et donc, ça nous amène tout de suite à parler de votre programme de recherche donc à la Maison des sciences de la Manche-Guépin, donc qui est très intéressant puisque donc il s'appelle Eurafrique Export. Eurafrique Export. Alors je lis, donc c'est un programme sur la construction et la modernisation du droit des transports en Afrique, dynamique communautaire et internationale. Tout à fait. Bon, alors expliquez-nous. Alors, je dois d'abord dire que, avant d'arriver à ça, si tu me permets, je dois dire que à Nantes, nous avons un certain nombre de pôles de compétences, on a un certain nombre d'expertises. À la faculté de droit, il y a un centre de droit maritime et océanique qui est le CDMO, qui nous permet de parler de tout ce qui est maritime. Donc, tout ce que je viens de vous dire, ça fait partie des compétences du CDMO, le CDMO qui est actuellement dirigé par Patrick Chaumette. Voilà. À l'intérieur de ce laboratoire, il y a des étudiants, des doctorants, qui font leurs travaux. Et le programme dont nous allons parler est un programme spécifique tourné vers les relations nord-sud et vers le développement du sud. Parce qu'on s'aperçoit que les laboratoires qu'on a ici, malgré leurs compétences, ne peuvent pas toujours développer à l'infini leur pôle de compétences. Et il y a des besoins très urgents dans certains pays qui nécessite que l'on puisse se focaliser sur ça. Alors, on parlait du fret aérien. Bon, voilà. Dans certains pays, absolument. Vous avez écrit là-dessus sur la sécurité aérienne dans certains pays. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce programme qui est hébergé à la MSH et qui n'est d'ailleurs pas que universitaire, puisque nous avons, en plus de nos doctorants, nous avons des praticiens, donc des directeurs de ports ou d'aéroports, des avocats, des magistrats, d'Europe et d'Afrique, des pays du Sud, qui participent à ce programme. Donc, pour le programme précis, il s'agit de construire un droit moderne, n'est-ce pas, applicable aux États africains. Donc, programme sur la construction... qui concerne le transport en général. Le transport en général, oui. L'idée est la suivante. Le transport présente au moins 3 intérêts. Je résume rapidement. Il y a d'abord un intérêt de développement. On ne peut pas imaginer un développement économique sans transport, que ce soit le transport routier, le transport ferroviaire, le transport aérien, le transport maritime. Vous savez que rien que le maritime couvre 95% du commerce mondial. C'est-à-dire les échanges se passent par la mer à 95%. Donc un pays qui veut se développer a nécessairement besoin d'asseoir son développement sur les ports, mais aussi sur des gares routières et ferroviaires, etc. Donc c'est vraiment un facteur puissant, surpuissant de développement. Il n'y a pas de développement sans transport. Et à côté de cela, il faut que le transport, une fois lancé, qu'il reste compétitif, parce que on est dans une économie mondiale, n'est-ce pas, très performante. Enfin, on parle de mondialisation de l'économie avec ses aléas. Donc, il faut que les États restent compétitifs. Je prends un seul exemple. Il y avait une convention internationale qui avait été élaborée par les Nations Unies en 1986, qui est la convention sur le code de conduite des conférences maritimes. Cette convention prévoyait une répartition des cargaisons, en se disant que les pays en voie de développement peuvent créer des compagnies, sachant qu'elles auront du trafic, une part de gâteau en quelque sorte. Depuis que cette convention a été mise un peu en veilleuse par la volonté de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de différents opérateurs, différents pays développés, il y a eu une cascade de faillites de compagnies maritimes. Et tous les pays africains qui avaient des compagnies maritimes ont vu leurs compagnies liquidées. Ça veut dire que pour qu'il y ait de la compétitivité, la norme juridique est garante, n'est-ce pas, du développement, vous voyez ? Donc, il y a cet aspect. Troisième chose, et je vais m'arrêter là pour l'instant, c'est la sécurité. Nous voyageons à bord de trains, à bord d'avions. On a parlé de navires tout à l'heure. Il y a eu un accident grave au Sénégal, 2000 morts. Tu as évoqué le Joola. Bon, nous voyageons à bord de ces véhicules. S'il y a de l'insécurité, ça ne peut pas continuer. Et à cela, il faut ajouter aujourd'hui les risques de piraterie, risques de terrorisme, etc. Voilà. Donc, toutes ces choses-là mélangées, voilà, font que le droit des transports est un élément essentiel du développement et de la compétitivité, et même de la paix sociale. Voilà, c'est pour ça que nous nous lançons dessus pour soutenir
l'Afrique et les jeunes nations. Alors on va laisser la parole aux jeunes. Oui, voilà. Donc j'ai avec moi ici deux brillants thésards. Ils ont tous soutenu, deux brillants docteurs, je dois dire. Ils ont tous soutenu il y a pas longtemps. Il y a, commençons par les dames, il y a Hans Alagdami qui a soutenu sa thèse le 27 novembre. Donc, 2012. Sa thèse sur les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime en Méditerranée. Méditerranée. Et Merlin Gimfa qui a soutenu le 3 décembre. Sur 3 décembre, j'ai fait une réflexion critique sur les modes de règlement des litiges dans le transport maritime de marchandises. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'a porté justement vos doctorats par rapport donc au programme de Martin? D'accord. Donc moi, c'est toujours dans l'approche nord-sud. J'ai essayé d'étudier la sécurité et la sûreté en mer Méditerranée. La sécurité, c'est tout ce qui est prévention et lutte contre les accidents maritimes en mer Méditerranée, et la sûreté, c'est tout ce qui est prévention et lutte contre les actes illicites, à savoir l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et la menace du terrorisme. On sait très bien que maintenant, la menace du terrorisme n'est pas seulement propre au territoire terrestre, mais aussi à une montée du terrorisme, ou plutôt une montée de la menace avec tout ce qui se passe en Mali, au Sahel maintenant. C'est-à-dire, il y a une grande menace du terrorisme en mer Méditerranée. Et pourquoi la mer Méditerranée? D'abord, c'est pour des raisons personnelles. Mais deuxièmement, oui, elle est marocaine. Je suis marocaine. Vous l'avez deviné. Et parce que la mer Méditerranée, même si elle représente 1% des mers et des océans et en termes de commerce, ça représente, c'est 30%, immense, 30% du commerce mondial. C'est la grande autoroute. Donc 1% pour 30%. Oui. Donc voilà, donc j'ai essayé moi dans ma thèse d'étudier à peu près l'application des normes internationales dans les États, que ce soit dans le pourtour méditerranéen, que ce soit dans le sud et le nord. Bon, j'ai remarqué quelques disparités dans l'application de ces normes, et j'ai proposé par la suite des solutions, surtout pour les pays du Sud. Donc voilà, à peu près. Merci. En résumé. Et vous Merlin? Moi, j'ai fait une réflexion critique donc sur les modes de règlement des litiges. Il faut d'abord dire qu'il y a plusieurs modes de règlement. Le mode traditionnel, c'est le mode judiciaire. À côté du mode judiciaire, on a l'arbitrage, et à côté de l'arbitrage, on a les modes amiables. Tout à l'heure, pendant que vous parlez, M. Ndé en parlait, on parlait du FIPOL, par exemple, avec les indemnisations qui se font à l'amiable. Donc également, globalement, en matière donc de transport de marchandises, on a et le Concorde. On a parlé des indemnisations. Exactement. Donc, il est question. Il s'agissait donc, si je fais une réflexion critique, c'est pour voir quelle est la pertinence. Est-ce que tel mode est plus efficace que tel autre? Et pourquoi est-ce qu'on juge de telle façon? Pourquoi est-ce qu'on procède dans tel autre mode plutôt de telle autre manière? Et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'usager? J'appuie ce qu'il dit. Les RICA, 13 années de procédure devant l'État. La Morocadise, 14 années de procédure. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà, c'est voilà, ça. Mais c'est réfléchi, mais en même temps, dire attention, ce n'est pas nécessairement l'amiable qui est le plus intéressant. Ce n'est pas non plus nécessairement le judiciaire qui est le plus intéressant. Essayez donc de sortir de ma réflexion un certain nombre de clés, un certain nombre d'éléments qui permettent à l'usager de se positionner sur du droit économique, en tout cas de se positionner et de faire un peu son marché en tenant compte, en tout cas en essayant de préserver au mieux ses intérêts. Donc c'est ça mon étude. Bon, merci Merlin. On arrive au terme de cette émission. Ça a passé très vite. Ça va très vite. Oui. On serait encore resté longtemps. C'est très agréable. C'est un plaisir de causeries avec toi. Alors Martin, je vous laisse un peu. Enfin, je terminerai. Je donnerai le mot de la fin, mais
Bon, si vous aviez un petit peu quelque chose à rajouter à tout ça, c'est... Non, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai résumé un peu les compétences nantaises, parce que je crois qu'il faut revenir à ça. On a une université qui est très compétente sur les questions maritimes, les questions de transport, avec notamment en droit le CDMO, mais il y a aussi d'autres qui travaillent en économie, dans les sciences, etc. Donc nous, on est dans la partie juridique. On a donc un savoir-faire qui est régulièrement mis à la disposition des collectivités. Je rappelle que Jean-Pierre Burier et moi, Jean-Pierre c'est un collègue professeur à la faculté, nous avons été auditionnés par le tribunal correctionnel de Paris et par la cour d'appel comme experts dans l'affaire de l'ERICA. Oui, donc on l'a fait en citoyen, aux côtés des collectivités locales, mais aussi en spécialiste. Donc ça veut dire que notre faculté apporte son savoir-faire, n'est-ce pas? Donc c'est pas que théorique. C'est pas que théorique, voilà. Donc je voulais dire ça. Et d'un autre côté, ça ne t'a pas échappé que j'ai des origines africaines. Ah bon? Et voilà, et que il est important que le savoir-faire que j'ai pu avoir de Nantes. Je ne suis pas perçu, tu me l'apprends, Martin. Oui, parce que je suis en France depuis 30 ans maintenant, mais quand même c'est important que les compétences que Nantes a pu m'apporter, je puisse les mettre un peu au service de l'Afrique et des jeunes nations. C'est pour ça que nous avons ici à côté de nous des docteurs, n'est-ce pas, qui ont maintenant du savoir-faire, qui peuvent aussi apporter ce savoir-faire à leur pays. Donc, je préfère leur laisser le mot de fin. J'ai trop parlé. Je vais peut-être laisser la conclusion aux deux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Simplement merci aux auditeurs et puis essayer de les inviter. Je sais qu'on a notre séminaire doctoral d'ici en tout cas la date, le 2 février, et les inviter à la MSH. Intramuros, mais bon, on va le développer. Voilà. Surtout lire notre revue. Voilà. Alors la revue qui s'intitule La revue africaine des affaires maritimes et des transports. Mais on a aussi un annuaire de droit maritime et océanique publié par le CDMO. Oui. Voilà. Voilà. Donc, il y a le Neptunus aussi. Il y a aussi Neptunus au CDMO. Sur le site du CDMO. Voilà. À consulter. Ah oui. Il me reste à remercier mes invités. Merci Martin. Merci Merlin. Merci. C'est nous. Et donc, pour le mot de la fin, je vais citer le philosophe chinois Lao Tse. Excuse-moi, j'ai pas eu de référence africaine, qui nous disait celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Ah ben tout à fait. Et merci de nous avoir rappelé le radeau de la Méduse. Joli. Parce que c'est effectivement une tragédie africaine avant l'heure, voilà. En 1916. 1816. 1816, pardon, 1816. J'ai dit 1900, 1816. Et tu vois que nous avons raison de développer ce programme. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Okay. Merci.